Le voyage en France de Tenzin Gyatso, 14e Dalai Lama, aura attiré des milliers de fidèles et fait couler beaucoup d'encre. Adulé ou contesté, à 73 ans, ce prix Nobel de la paix, qui aime à se décrire comme un simple moine bouddhiste, exerce une fascination planétaire. Lors de son passage à Nantes, le Dalai Lama a livré quelques-unes de ses conceptions du monde et de la vie au micro d'Euronews. Avant de repartir en Inde, sa terre d'exil depuis 50 ans, il nous donne en guise d'introduction quelques-unes des clés de son succès. Le Tibet est un endroit mystérieux. Quiconque vient de cette terre est une curiosité. Et puis c'est peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de publications, d'informations, que de plus en plus de gens s'intéressent à certaines de mes idées. Mon message principal, mon idée maîtresse, c'est que, naturellement, chaque être humain a droit à une vie heureuse et à une famille heureuse. Mais en général, pour y parvenir, nous nous attachons simplement à l'argent, à la valeur matérielle. Nous n'accordons pas suffisamment d'importance à notre valeur intérieure. Autre chose importante, l'harmonie entre les différentes traditions religieuses. Je respecte vraiment, profondément, j'admire même toutes ces traditions différentes. Certains de mes amis chrétiens me décrivent comme un bon chrétien. Nous avons une expérience commune, une pratique commune en dépit de philosophies différentes. Et puis aussi, peut-être, il y a des gens qui me disent qu'ils aiment mon sourire. Les Jeux Olympiques se terminent et les nations sont en train de célébrer leurs champions. Pendant ce temps, vous dites que le Tibet continue de subir une nouvelle révolution culturelle. Alors, quelle est la situation en ce moment même au Tibet? En fait, la situation est très tendue. Il y a beaucoup de militaires, de personnel de sécurité, partout. Et, à en croire certaines informations, dans chaque région où se trouve une communauté tibétaine importante, les autorités concernées commencent à faire construire des casernes militaires. Cela veut dire que dorénavant, la présence militaire sera permanente. Et cela indique que la politique agressive va se poursuivre. Avez-vous l'intention de modifier votre approche dite de la voie médiane ou alors de faire des concessions aux Chinois qui ne vous croient pas quand vous dites que vous ne voulez pas l'indépendance, qui ne reconnaissent pas votre gouvernement en exil, ni le drapeau tibétain ou l'hymne national? Êtes-vous prêt à faire des sacrifices, des concessions? Parce que c'est dans notre intérêt, nous nous engageons pleinement à rester au sein de la République populaire de Chine. Parce que le Tibet est un pays très en retard économiquement, isolé au cœur des terres, sans déboucher sur la mer, et sa population est toute petite. En même temps, nous avons notre propre langue, et avec elle, un héritage culturel exceptionnel, et en particulier une tradition bouddhiste très très riche. Il n'y a pas que 6 millions de personnes, de Tibétains, qui sont concernés. Il y a aussi un grand nombre de gens dans cette partie du monde qui partagent le même bouddhisme, la même culture bouddhiste. La meilleure façon de préserver cette culture, et aussi de préserver l'environnement au maximum, c'est de faire en sorte que, à part les affaires étrangères et la défense, tout le reste, l'éducation, l'économie et bien sûr les affaires religieuses, que tout cela donc soit géré par les Tibétains eux-mêmes. C'est donc l'autonomie. En fait, la constitution chinoise garantit déjà un statut d'autonomie aux Tibétains. Et aussi, conformément au livre blanc chinois sur les droits des minorités, sur le papier, les points mentionnés sont très bien.
Mais ils ne sont pas appliqués. Il y a des divisions au sein de la communauté bouddhiste et parmi les bouddhistes tibétains. Quelques-uns parmi les plus jeunes, par exemple, ne sont pas d'accord avec l'approche de la voie médiane. Ils s'impatientent. Craignez-vous plus de violence à l'avenir? Je ne crois pas. Même l'organisation de jeunesse, l'organisation pour la jeunesse tibétaine, adhère pleinement au principe de non-violence. Ensuite, pour ce qui est de l'indépendance, l'autre position politique, dès le départ, ils voulaient l'indépendance totale. Nous adhérons totalement à la démdémocratie. Donc il y a des voix différentes, des points de vue différents, et les idées différentes sont les bienvenues. Le président américain George Bush et en Europe Angela Merkel, Gordon Brown vous ont rencontré cette année. Vous ne rencontrez pas cette fois-ci le président Sarkozy, qui dirige aussi le Conseil européen, mais vous rencontrez le ministre Bernard Kouchner et Carla Bruni-Sarkozy. Alors est-ce que les personnalités du show business sont plus utiles à la cause tibétaine que les dirigeants politiques? Pour la publicité, peut-être. Mais bien sûr, le gouvernement français, le président et aussi le ministre des Affaires étrangères, dès le début, immédiatement après la crise du 10 mars, ont exprimé publiquement leur inquiétude. Qu'attendez-vous de plus des dirigeants de ce monde? La Chine est le pays le plus peuplé et une nation très importante. Donc, établir de bonnes relations avec cette nation est très important. En même temps, la Chine devrait être attirée dans le cercle des démocraties mondiales. La démocratie, l'état de droit, l'ouverture, la liberté d'information, la liberté de la presse, tout cela est très important. Et bien sûr, les droits de l'homme et la liberté religieuse. Il s'agit de valeurs universelles. Et sur tous ces principes, tous les gens concernés, tous les gouvernements devraient se montrer fermes. Et quand les dirigeants politiques, tels que le président français, assistent à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, vendent des réacteurs nucléaires à la Chine et ne vous rencontrent pas, à votre avis, ça aide la démocratie? À vous de juger. Vous avez suggéré dans vos audiences cette semaine que peut-être le quartier général de l'Union européenne devrait déménager en Pologne, ou que la Russie devrait adhérer à l'OTAN, et le siège de l'OTAN être déplacé à Moscou. Vous avez un problème avec Bruxelles? Non. Je fais partie des admirateurs de l'Union européenne. Je suis toujours en train de faire ses louanges. Ce que je veux dire, c'est que l'esprit de l'Union européenne doit s'étendre. Et à l'heure actuelle, malheureusement, bien que l'Union soviétique ait changé, il semble que dans la Fédération de Russie, la façon de penser de la vieille garde, toutes sortes de tendances et d'habitudes d'autrefois sont de retour. Ce n'est pas bon. Il faut que la grande nation qu'est la Russie rejoigne la communauté européenne. Et pour réduire les distances et la peur, le quartier général de l'OTAN devrait aller s'installer à Moscou. Et la Russie devrait être accueillie parmi les États membres. Alors la peur disparaîtra. C'est la raison pour laquelle j'ai dit cela. Pas du tout parce que je suis en colère contre Bruxelles. Non, jamais. La compassion est centrale à votre philosophie. Peut-elle s'appliquer à toutes les situations dans le monde, au terrorisme par exemple? Ah oui. La compassion s'éprouve pour une personne, non pour une action. Prenons par exemple le terrorisme. Vis-à-vis d'un terroriste, en tant que personne,
nous devrions faire preuve d'intérêt, de compassion. Ce sont aussi des êtres humains. Et si nous persistons à lui démontrer notre compassion, alors il y a une réelle possibilité de changement. Si à cause de leur comportement, nous ne leur montrons que de la haine, nous encourageons la multiplication des terroristes. Aujourd'hui, il y a un Ben Laden. Demain, 10 Ben Laden. Et après ça, 100 Ben Laden. La compassion est la seule force capable d'arrêter ce cycle. Ceci vaut bien sûr tant que vous limitez cette compassion à la personne qui a mal agi. Pour ce qui est de ses actions, il nous faut nous opposer. On spécule et on s'interroge sur votre succession. Vous parlez de vous retirer assez souvent, mais vous êtes plein d'énergie. Alors qu'est-ce qui vous ferait vraiment prendre votre retraite ? Mes principaux engagements, mes 2 engagements, sont la promotion des valeurs humaines et la promotion de l'harmonie entre les religions. Ensuite, mon 3e engagement concerne la cause tibétaine. Mais la cause tibétaine, c'est le combat du peuple. Et aussi longtemps que je serai là, je me devrai d'y apporter ma contribution, d'aider les Tibétains et de les servir. Mais la responsabilité réelle, c'est au peuple lui-même de l'assumer. L'ère des lamas est aujourd'hui dépassée. Si un jour le peuple tibétain a le sentiment que cette institution n'est plus pertinente, très bien. Si cela arrive, alors l'institution du Dalai Lama disparaîtra. Je préfère ça, parce que le 14e Dalai Lama n'est pas le meilleur des Dalai Lama. Mais bien sûr, il n'est pas non plus le pire. Il est très populaire. Donc si, à ce stade, l'institution qu'est le Dalai Lama disparaît, elle disparaîtra avec grâce. C'est bien mieux comme ça. Une autre réincarnation risquerait d'être une disgrâce. Ce serait la pire des choses. Your Holiness, thank you very much for receiving your news. Thank you.